Salut Seb. Salut Corinne, quel plaisir de te retrouver pour ce geste du mois d'octobre sous un rayon de soleil qui vient de disparaître derrière les nuages. Un plaisir en plus dans cet endroit magnifique avec toi Sébastien. Exactement. Alors dans ce geste du mois, on va parler de beaucoup de choses et notamment de la chaux. Pourquoi l'utiliser, pourquoi maintenant et surtout à quoi sert-elle. On va parler aussi du lierre qui peut être un très bon isolant extérieur finalement pour nos façades de maison et qui pourrait servir à plein d'autres choses. Mais d'abord parlons de l'endroit où nous nous trouvons, les Terres d'Ici, un projet finalement éco-responsable. Alors, un magnifique projet, moi je vais aller retrouver Quentin au jardin, on va parler maraîchage et puis après j'irai directement retrouver Mathieu en cuisine puisque ce sera du potager à l'assiette. Mais tout de suite je vais aller retrouver Francis pour parler de l'humusation. Tu sais ce que c'est Sébastien l'humusation? Non, aucune idée. Le compost tu vois, quand tu décèdes, on fait de toi, de ta matière organique, un compost et puis après tu fais pousser des arbres. C'est pas magnifique ça? Bon, on va pas tout de suite le faire avec moi. Allez, file retrouver Francis. Moi de mon côté je vais retrouver Pascal qui coordonne ce projet ici, les Terres d'Ici. C'est parti pour un nouvel épisode du Geste du mois. Bonjour Pascal. Bonjour Sébastien. Merci de nous recevoir ici à la Hulpe dans un cadre verdoyant, magnifique au demeurant. Vous êtes la coordinatrice du projet Les Terres d'Ici. C'est en fait quelque part une ferme éco-responsable. C'est exactement ça. Donc en fait c'est un projet qui se dissocie en 5 pôles. Il y a le pôle initial qui est le pôle pépinière, qui est une pépinière 100% éco-responsable avec des jardins à thème. Il y a le projet pédagogie aussi, le pôle pédagogie. Donc ça c'est vraiment tout ce qui est lié à l'enfance avec des stages, des ateliers nature. C'est ce qui explique un petit peu les pancartes ici derrière et le petit chalet, les petits tipis aussi. C'est exactement ça. Donc tout cet endroit-là est dédié aux enfants. Ouais. Donc ça c'est encore un autre pôle. Il y a le pôle événementiel où on fait des événements qui sont en lien encore une fois avec la nature, qui ont lieu à l'intérieur et à l'extérieur. Le restaurant, très important, et puis la partie maraîchage. C'est vraiment quelque chose de global, de complet. Vous l'avez dit, c'est un tournant à 360 degrés que vous avez opéré et vous l'avez opéré ce changement il y a 3 ans. Avant ça se résumait en quoi ce projet ? Et avant ça, c'était tout simplement une pépinière pure et dure. Donc, on a eu les grandes années avec le succès des gros sujets. Puis, on a basculé vers une jardinerie. Et puis, il y a 3 ans, le patron a vraiment voulu faire un projet éco-responsable, d'où ce lieu actuel. Vous avez dû trimer pour en arriver là. Et puis, le résultat est plutôt convaincant. C'est magnifique. On va profiter d'ailleurs pour aller se promener un petit peu partout dans la ferme. Et puis, découvrir le premier lieu, quelque part le projet initial, la pépinière. Avec grand plaisir. Merci Pascal. Merci. Bonjour Nancy. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans votre pépinière. Ça fait 12-13 ans maintenant que vous travaillez ici sur ce site. Et puis, quelque part, les Terres d'Ici, ça a changé votre manière de travailler à 360 degrés. Expliquez-nous un petit peu dans la manière comment ça s'est passé. Bien, en fait, donc, il y a 3-4 ans, au moment de la conception du projet, donc il faut savoir qu'avant on était une jardinerie traditionnelle. On avait une méthode de travail aussi traditionnelle, qui n'était pas toujours responsable. On a dû vraiment changer cette manière de faire. On a dû trouver des alternatives. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a vraiment réussi à trouver ces alternatives et on pousse aussi nos clients à suivre notre chemin en leur conseillant évidemment toutes ces fameuses alternatives en fait au jardin traditionnel. Voilà. Plus que la manière, quelque part aussi, c'est de la façon dont on va travailler son jardin. Les essences que vous proposez, quelque part, elles sont aussi éco-responsables, ou en tout cas, elles s'inscrivent dans une dynamique. Tout à fait. Déjà, on essaye de travailler avec des producteurs qui sont aussi responsables que nous. Et dans la conception des jardins ou le conseil qu'on apporte aux clients, c'est vrai qu'on va essayer toujours de les pousser à faire les jardins les plus respectueux, en tout cas aussi d'essayer de relancer la biodiversité, etc. Et nous, le choix des végétaux au moment où on passe nos commandes est vraiment fait avec beaucoup d'attention pour essayer de respecter ça. Et puis vous avez aussi un outil de choix quelque part, c'est ce jardin d'exposition qui vous aide. Vous définissez votre équipe comme des vendeurs accessibles parce que vous êtes là aussi pour la continuité avec vos clients dans le moyen et dans le long terme quelque part.
Ici, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment d'essayer de rendre l'espace un espace d'exposition pour déjà inspirer le client, mais l'équipe est là pour vraiment suivre le client sur du long terme. En tout cas, nous, c'est ce qu'on veut, c'est vraiment créer un lien sur du long terme et ça fonctionne. On le voit, les gens reviennent chez nous et on finit par créer limite leur jardin totalement avec eux. Ça peut s'étaler sur 3-4 ans, mais on le fait de cette façon-là. Quand on regarde autour de nous, en tout cas, ça donne envie. Merci pour toutes ces explications et puis surtout, bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonjour Francis. Bonjour Corinne. Alors Francis, on va parler de l'humusation et ça tombe bien parce que vous en avez eu l'idée il y a plus de 40 ans. Vous êtes un grand défendeur de cette technique. Alors un petit peu nous expliquer ce que c'est que l'humusation et l'intérêt de se faire humuser. La définition la plus courte, c'est la métamorphose en 12 mois de toutes les cellules de la dépouille mortelle des humains en humus sain et fertile. Donc en fait, ce serait une autre manière... L'alternative à la crémation ou à l'enterrement. Tout classique. À fait. Et justement, quel est l'intérêt de faire de l'humus? Parce que l'humus, c'est la matière la plus indispensable sur Terre. Et depuis une centaine d'années qu'on a mis les doigts dans l'engrenage infernal de la chimie, on a détruit quasiment tous les stocks d'humus des terres de grande culture. C'est ce qui provoque les inondations, et pas seulement les inondations, mais aussi tous les dégâts, parce que quand l'eau ne rentre plus, elle se charge, elle devient tellement dangereuse qu'elle peut même détruire des maisons ou des ponts. Il n'y a que la microfaune qui est dans les premiers centimètres du sol, celle qui en forêt fait en sorte que les arbres poussent tout seuls, qui peut faire la même chose avec toutes les matières organiques qui entourent les humains, donc principalement la dépouille mortelle, mais aussi les déjections humaines ou animales. C'est quasiment indispensable maintenant refaire vraiment de l'humus. Alors pour les gens qui seraient intéressés, peut-être un petit peu les rassurer sur la manière dont ça fonctionne, sur la technique. On l'a fait sur tous les animaux possibles et imaginables, du perroquet au cheval. Et on a vu que c'était toujours la même chose. Les eaux sont nettoyées très rapidement. Quand on les émiette un peu, ça facilite le travail des humuseurs pour que, en 12 mois, la totalité des matières qui constituaient la dépouille refont de l'humus. Et ça, c'est le véritable cadeau, c'est qu'il n'y a aucune crainte à avoir avec tous les pathogènes, puisque grâce à la montée en température qui vient rapidement quand on met en même temps autant de matière organique à composter, eh bien tous les virus et tous les germes pathogènes sont détruits. Voilà, pas besoin d'être enterrés ou pour préserver la salubrité publique. Alors Francis, après ces 12 mois, qu'est-ce qu'on va faire avec l'humus? Excellente question. On va en avoir 1,5 mètre, donc il s'agit de l'utiliser au mieux. Et donc on va faire pousser des arbres, puisque chaque corps va pouvoir en faire pousser 100. Et idéalement, ça sera des arbres fruitiers, ça sera dans des jardins forêts en permaculture, où il y a à la fois des légumes et à la fois des fruits. Et surtout la biodiversité, donc les papillons, tous les insectes qui sont... La vie, les abeilles, tout ça, tout fonctionne très bien quand on intervient le moins possible, et qu'on a vraiment de quoi rendre la vie au sol. Voilà, donc la mort qui donne la vie, et puis quand même expliquer qu'il y aura un arbre qui sera là pour pouvoir se recueillir. Dans un bois du souvenir qui sera aménagé dans chaque commune pour regrouper tous les arbres de défunts qui se seront fait humuser. Avec une petite stèle, et ça sera des lieux de réjouissance. Et ça c'est vraiment la grosse différence par rapport aux funérailles classiques et à la mort en général. C'est très positif. Ici, on enchante la mort. Oui, c'est clair. On enchante la mort. Alors justement, si on a convaincu des gens, en tout cas moi je suis convaincue, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer les choses puisque ce n'est pas encore légal? Justement, ça ne deviendra légal que quand il y aura une réelle volonté citoyenne massive derrière le projet. Il faut qu'on prouve aux politiques qu'on est vraiment nombreux à le vouloir vraiment. Il faut se battre pour que ça devienne légal. Voilà. Donc il faut d'abord s'informer avant évidemment d'apporter son soutien. On a un site internet qui est fait sur base de nos réponses aux questions les plus fréquentes. Et donc il suffit d'aller dans la liste et la plupart du temps vous allez tomber sur la réponse que vous cherchez. Merci Francis. Et voilà. Salut François. Bonjour Sébastien.
Alors je vois que tu es en plein travail, encore en train de mettre de l'engrais dans ta pelouse? Mais écoute, non, ça c'était l'étape précédente, courant du mois de septembre, donc on avait pendu notre engrais d'automne. Mais maintenant ici, regarde, c'est de la chaux, donc je suis en train de mettre du calcaire. Tu es en train de choler en fait? Oui, tout à fait, regarde, donc ici, j'ai du calcium, donc du calcaire, en fait sous forme de carbonate de calcium et de magnésium, qui sont dispersés en granules. Alors pourquoi choler quelque part? C'est pour améliorer la structure de son sol, c'est ça? Voilà, entre autres, donc pour avoir une bonne structure, donc parce que choler c'est apporter de l'ion calcium et le calcaire va être important pour structurer un sol. Donc pour le complexe argilo-humique, ça va permettre d'avoir un sol allégé qui se travaille facilement où l'eau s'infiltre correctement. Donc c'est un élément de texture. Donc sur les sols argileux, on va conseiller de mettre de la chaux. Tu en profiteras également pour corriger l'acidité, c'est ça? Voilà, c'est un autre paramètre important. Donc l'acidité, c'est le pH du sol, donc la présence d'ions H+ dans le sol. Et plus il y a des ions H+, plus le sol est acide. Donc on aura un pH de 4, 5, 6. Donc là, on est sur des sols acides qu'il va falloir corriger donc en appliquant de la chaux. Et la chaux va permettre de remonter le pH à la valeur souhaitée. Remonter le pH, donc ça veut dire avoir aussi une meilleure disponibilité des éléments nutritifs. Donc tout ce qui est nutrition qu'on va apporter aux plantes seront mieux absorbés si on a un pH correct au niveau du sol. Toi, tu as vraiment cholé la pelouse, mais si je t'entends bien, on peut choler toute une série de plantes. Exactement, tout à fait. Donc on va pouvoir choler toutes les plantes du parterre en général, toutes les plantes arbustives, sauf les plantes acidophiles. Donc les azalées, les bruyères, les hortensias sont des plantes qui nécessitent un pH plus bas au niveau du sol. Donc là, on évitera de choler. Mais à l'inverse, on a des plantes calcicoles, donc comme les bouillies, les lavandes, les rosiers. Ça, ce sont des plantes qui nécessitent un pH un petit peu plus haut, donc un peu plus de calcaire dans le sol pour avoir un développement correct de la plante. Moi, je pense à d'autres plantes aussi, et notamment tout ce qui concerne les produits de bouche, les arbres fruitiers et surtout le potager. On peut utiliser la chaux dans ces cas-là? Tout à fait. Voilà, la chaux va extrêmement être importante aussi, et notamment dans les potagers, pour avoir une bonne structure du sol. La chaux et la matière organique sont indispensables pour bien travailler sa terre au niveau du potager. Mais là, dans ce cas-là, je conseille plus une chaux à base d'algues marines. Donc l'algue marine a aussi le pouvoir de désacidification des sols, donc va pouvoir remonter le pH, mais en plus apportera toute une série d'oligo-éléments, donc tout ce qui est bore, manganèse, silicium. C'est un peu considéré comme des vitamines pour les plantes qui sont apportées alors par les algues marines dans ce cas-là. On regardera aussi à apporter ce type de chaux-là pour tout ce qui est arbres fruitiers qui sont forts à la mode. Donc des pommiers, par exemple, sont très friands en calcaire, en chaux, sous forme d'algues marines pour les oligo-éléments et aussi pour corriger le taux d'acidité. Là, pour l'application, donc on veillera à respecter la taille de l'arbre. Donc si on a un petit arbre, on se limitera à la surface autour du tronc. Maintenant, plus l'arbre va se développer, plus on étalera la chaux parce que le système racinaire est proportionnel au développement de la couronne. Et en plus, ce sont des produits bio et naturels, donc pas de danger pour nos arbres fruitiers, mais aussi nos potagers. Merci François pour tout ceci. Bonjour Quentin. Bonjour Corinne. Alors on est ici dans la partie maraîchage du projet Les Terres d'Ici, dont tu es responsable. D'ailleurs, je vois que tu es en plein travail. Exactement. Alors explique-nous un petit peu, vous travaillez sur une parcelle de 50 arts. Oui. Vous êtes une équipe de 2. On travaille à 2 oui, avec mon collègue Louis, c'est ça. Mais pas mal de bénévoles quand même qui viennent vous aider. Et on a pas mal de bénévoles qui viennent tout au long de la saison, oui. Alors comment est-ce que vous travaillez? Alors on travaille ici en bio, donc on est certifié bio donc pour la production de légumes. On fait une quarantaine de variétés de légumes, des fruits, une trentaine de variétés d'aromates et également des fleurs comestibles pour la décoration des assiettes. Ben justement, tu le dis, la décoration des assiettes, parce que 90% de la production part au restaurant, donc c'est vraiment ce qu'on appelle le circuit court du potager à l'assiette. C'est ça, oui. Donc on produit principalement donc 90% des légumes qui sont faits ici partent directement en cuisine, donc à 200 mètres d'ici, chez le chef Mathieu. Donc ce qui veut dire, les 10% restants, c'est des paniers? C'est des paniers bio qui sont vendus sur commande sur le site internet. Donc ce qui veut dire qu'il y a vraiment une collaboration entre toi et Mathieu? Oui, c'est ça. Donc en début d'année, en fait, on fait un plan de culture avec lui et on vérifie quels sont ses besoins, quelles sont nos capacités de production et on essaie d'être le plus raccord possible avec lui pour le fournir en légumes. Alors est-ce que parfois il a des demandes folles ou c'est vous qui êtes un peu fou? Disons que c'est nous qui essayons de proposer des choses un petit peu hors du commun. Donc là, cette année, on a fait par exemple des kiwano, donc c'est des kiwis kenyans avec des grosses piques. On a fait des melons et des pastèques aussi, donc c'est voilà, inhabituel en Belgique. Alors comme vous fournissez le restaurant, que moi je vais aller retrouver Mathieu en cuisine, je propose qu'on fasse la petite récolte que je vais lui amener. Oui, d'accord, on peut récolter des choux rouges. Ok, super. Alors on l'a dit Quentin, beaucoup de travail au potager à 2, mais le potager il s'arrête quand même en hiver. Oui, on a une période un peu plus calme, donc du mois de mi-décembre à fin janvier, on va dire.
Et comment vous faites pour fournir le restaurant à ce moment-là? Donc, disons qu'on s'arrange en fait en cours de saison donc, pour avoir des légumes de conservation, comme justement les choux rouges qu'on voit là, les pommes de terre, les carottes, c'est des légumes qui conservent assez longtemps et donc on s'arrange dans notre plan de culture pour avoir ce type de légumes-là disponibles pendant les mois d'hiver. Ok, super. Et alors un petit conseil peut-être pour les gens qui nous regardent, que faire de la terre, du terrain pendant l'hiver? Alors nous, ce qu'on fait en fait en fin d'année, c'est qu'on va broyer les résidus de culture, donc comme par exemple les feuilles de chou qui sont là, on va les broyer avec notre machine, et puis on va disposer des bâches en fait sur le sol, des bâches noires en fait qui vont justement permettre au sol de se réchauffer assez vite au printemps et qui vont empêcher le développement des mauvaises herbes pour avoir une terre très très propre au printemps. Au printemps. Et les bâches noires, la chaleur va faire aussi qu'il y a plein de vie, j'imagine. Oui, c'est ça. Donc ça va avec les résidus de culture et la chaleur, il y a beaucoup d'insectes, de vers de terre qui vont continuer à travailler dans le sol. Et quand vous enlevez la bâche, vous n'allez pas en profondeur non plus, hein, vous ne labourez pas la terre? Non, nous, une fois qu'au printemps on enlève les bâches, on utilise des grelinettes. Donc c'est un outil spécial qui nous permet de ne pas trop dégrader le sol. Ok, super. On continue à récolter pour Mathieu. Moi, j'irai le retrouver en cuisine. Mais avant d'aller retrouver Mathieu en cuisine, on retrouve Virginie pour sa séquence Et demain. Elle va nous parler du lierre et de ses avantages. Hello tout le monde! Alors ce mois-ci, je vais vous parler d'une plante très commune qu'on connaît tous, mais dont on ignore souvent les vertus, c'est le lierre. Pourquoi vous parler du lierre maintenant? Eh bien, l'automne est sa saison. En fait, c'est une plante qui fleurit au moment où la plupart des végétaux fanent. Elle porte en fait des petites fleurs jaunes verdâtres qui poussent en ombelle, c'est assez joli. Et en fait, ce n'est pas par hasard si elle fleurit maintenant, c'est parce qu'elle offre le pollen et le nectar à tous les pollinisateurs encore en quête de nourriture ici en fin de saison, comme certaines mouches, certaines abeilles par exemple. Alors ce lierre, eh bien, il a un feuillage persistant, il est vert toute l'année, ce qui permet à beaucoup d'espèces, d'oiseaux, de petits mammifères, d'insectes de s'y abriter pendant toute la période hivernale. Le papillon, le petit citron jaune par exemple, s'y abrite durant tout le grand froid. Alors en fait ce petit lierre, il donne aussi des fruits assez tardivement. Donc en fait tout son cycle est décalé par rapport à d'autres végétaux. C'est-à-dire qu'à la fin de l'hiver, ce sont ces petites baies qui vont pointer pour le plus grand bonheur de tous les oiseaux amateurs de petits fruits comme le rouge-gorge, le merle, la grive, mais aussi des petits mammifères comme le laireau qui viendront trouver cette nourriture en fin de saison. Alors le lierre, on le traite souvent de parasite parce qu'il pousse sur les arbres, on a l'impression qu'il se nourrit de leur sève, mais en fait il n'en est rien. Le lierre cherche en fait à s'accrocher à un support pour aller chercher la lumière du soleil et ses petites racines forment des sortes de crampons mais qui n'abîment en aucun cas son hôte, sauf si l'arbre est vieux, mourant et qu'il laisse le lierre prendre toute la place. Ici, vous voyez, on voit bien le lierre en fleurs dans cette haie, mais il se pourrait que chez vous, vous ne voyez pas l'inflorescence dans votre plant de lierre. En fait, c'est probablement parce que la plante est encore trop juvénile. En fait, la floraison n'apparaît qu'au stade adulte, au bout de quelques années, quand le lierre a déjà bien grimpé. Mais le lierre n'a pas qu'un intérêt pour la nature. Il nous est utile à nous aussi. Il couvre nos parterres, il habille nos clôtures, il décore nos pergolas. C'est aussi un excellent isolant contre le froid et l'humidité et une bonne façon de végétaliser vos façades à moindre coût. En ville, le lierre est un excellent filtre à particules également. Alors attention cependant si vous avez des vieilles pierres parce que les crampons du lierre pourraient fragiliser encore vos façades, mais par contre pour ce qui est des revêtements plus hermétiques, il n'y a pas de souci. Et alors cerise sur le gâteau, le lierre accueille les nichées de nombreux oiseaux au printemps. Vous pourrez y observer des merles, des moineaux qui adorent son feuillage bien camouflé. Alors comment planter du lierre chez vous? Vous pouvez vous rendre dans vos jardineries et l'acheter en motte, le planter ici en octobre, c'est le bon moment, octobre-novembre. Vous pouvez aussi le planter au printemps, au mois de mars. L'idée c'est de creuser un trou une fois plus grand que la motte en question, bien arrosé. C'est une plante qui n'est pas du tout difficile, qui s'accommode de tout type d'exposition, de tout type de sol. Mais par contre ce que vous pouvez aussi faire, c'est le bouturer. Alors pour ça en fait il vous suffit de couper un rameau du lierre à son extrémité, si possible un plant assez jeune. Et puis une fois que vous avez votre petit morceau, eh bien vous allez enlever les feuilles qui se trouvent à la base. Hop, ici j'enlève celle-là. Et vous en laissez une ou deux
Ici c'est bien, voilà, il ne faut pas en laisser trop. Et vous allez simplement placer votre bouture dans un petit verre d'eau. C'est tout simple. Et donc vous allez voir, au bout de 2-3 semaines, des petites racines vont se former à la base. Ce sera le moment de transplanter vos petites boutures dans un petit pot avec du terreau, du compost. Et vous attendrez encore un petit moment et puis vous allez pouvoir replanter, repiquer ces jeunes plants au jardin. Bonjour Mathieu. Bonjour Corinne. Alors moi je suis contente d'être ici, en cuisine, c'est un petit peu l'aboutissement des différentes séquences. Tu es chef de cuisine ici dans le projet Terre d'ici. Alors explique-nous un petit peu ta philosophie. Alors ma philosophie, ça va être d'essayer d'avoir un maximum de produits locaux, artisanaux, bio en plus aussi si possible. Le zéro déchet, donner un maximum de vie à chaque ingrédient. Donc pas juste se dire ah tiens dans le poivron je vais juste prendre tel morceau et le reste je vais le balancer. Ça va être aussi de mettre vraiment en valeur ce qu'on peut faire avec un potager, mettre en valeur le légume, sans pour autant être végétarien ou faire un restaurant végétarien. Être ouvert aussi à tout, puisque donc sur ma carte par exemple, je vais proposer du vegan, du végétarien, de la viande comme du poisson. Tout ce qui n'est pas produit ici, j'essaie d'avoir de nouveau des produits locaux. Par exemple, le poisson, au lieu d'aller vers le saumon qui est un peu controversé, je vais plutôt partir sur les truites saumonées qui viennent d'Ardenne, ici en Belgique directement. Au niveau des viandes aussi, j'essaie de demander à mes fournisseurs d'avoir un maximum de traçabilité sur les origines et de suivi pour être sûr pour tout ce qui est bien-être animal aussi, pas avoir des poulets qui sont élevés dans des énormes batteries. Et voilà, ça c'est un petit peu mon idée. Circuit court. Circuit court. Éco-responsable. Oui. Également artisanaux. Artisanaux, tout à fait. Est-ce que ça change beaucoup ta manière de travailler, d'avoir un potager ici à quelques centaines de mètres? Et ça, c'est magnifique. C'est le bonheur. C'est le bonheur parce qu'il y a le fait d'avoir en permanence une vue sur un stock qui est quasiment illimité, on va dire, surtout en saison. Il y a le fait aussi de ne pas être toujours bloqué par ce qui nous reste en chambre froide. Et surtout au niveau des conditionnements et des déchets. On va avoir beaucoup moins de plastique et de carton, puisque si sur une assiette je veux avoir des fleurs de capucine par exemple, au lieu de les commander dans une petite barquette en plastique par 10, tu vas les chercher en face. Voilà, je vais les chercher là, dans des bacs bleus, on a qu'à les laver, on réutilise tout le temps les mêmes. Et tu peux faire des demandes aussi aux maraîchers. Et je peux exactement demander aux maraîchers, dire tiens ben voilà, j'aimerais travailler sur ma carte de printemps tel légume et tel légume, sur la carte d'été plutôt tel légume ou tel légume, et on est sur quelque chose qui est selon moi beaucoup plus intéressant que d'être limité à ce que les fournisseurs proposent, qui finalement sont des légumes classiques. Justement, que tu parles de légumes classiques, celui-ci n'est pas, c'est le premier qui va nous cuisiner, c'est un concombre à picot. Tout à fait. Donc c'est une variété de concombre qu'on trouve assez rarement dans le commerce traditionnel, puisqu'effectivement il y a des petits picots qu'on va enlever lors de cette préparation-ci. Ça reste un concombre un peu plus charnu, avec un peu plus de goût. Ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais travailler en brunoise et je vais l'assembler avec une crème de cajou. Donc on va être sur une entrée froide vegan que j'avais sur la carte de cet été. Et je vais rajouter là-dessus un petit peu de mesclun et surtout une huile infusée à l'écorce de citron. Alors je ne doute pas que c'est aussi bon que ça n'est beau, mais je ne vais pas goûter tout de suite, parce que là tu vas nous préparer un petit dessert à base de melon. Oui, tout à fait. Donc melon qui est cultivé ici également, melon de la Hulpe. Et je vais le mettre assez brut, donc juste le découper, on va reconnaître le produit. Et je vais l'agrémenter d'un sirop de verveine citronnée, donc verveine citronnée qui est une aromate qui pousse juste là, à côté de nous. Et en fait qu'on cueille là pendant l'été, parce que c'est le moment où elle est la plus belle, et qu'on va conserver en faisant du sirop pour en avoir jusqu'en hiver. C'est important pour toi de ne pas trop transformer les produits? Oui, parce que ça va mettre le travail des maraîchers en valeur, ça va mettre le produit en valeur, et les gens verront que de la terre jusqu'à l'assiette, il n'y a pas eu 50 000 manipulations. Voilà, c'est court en chemin et c'est court aussi dans la transformation. Exactement. Super. Alors Mathieu, maintenant c'est le moment que je préfère parce que c'est le moment de la dégustation. Donc, c'est à la fois super frais, croquant, mais avec un petit piquant, c'est... Ouais, c'est le piment d'Espelette entre autres, mais surtout le mesclun. Ok, super bon. Pour ce qui est
du melon, je ne vais pas le goûter parce que figure-toi que je vais justement vous suggérer de venir le goûter ici sur place. Un grand merci Mathieu. Merci à toi. Bien agréable cette petite flambée, Sébastien, la première de l'automne. Bien agréable aussi ce geste du mois d'octobre, Corinne. On a appris plein de chouettes choses, des choses intéressantes, parfois même inspirantes. Que tu parles d'inspiration, moi l'humusation je suis convaincue et j'aimerais qu'on m'humuse, je ne pense pas que ça se dise comme ça, quand ce sera autorisé. Eh bien écoute, je te souhaite plein de belles choses de ce côté-là. Toutes ces séquences, vous pouvez bien sûr les retrouver sur les réseaux sociaux du Geste du Mois et notamment la page Facebook. N'hésitez pas, commentez, partagez toutes ces séquences et puis un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Voilà, et on reviendra dans ce magnifique endroit, les Perdis. Exactement, on reviendra aussi sur votre télé régionale, ce sera le mois prochain. À bientôt. Ciao. Hashtag concours. Ce mois-ci, notre partenaire DCM vous propose de gagner du calcaire vert. Il s'agit en fait de chaux très soluble et riche en magnésium pour une belle couleur verte des feuilles et de l'herbe dans votre jardin. Cela permet de contrecarrer l'acidification du sol et ça améliore la structure du sol. Pour gagner un sac de 20 kg, répondez à la question suivante. Comment s'appelle la ferme dans laquelle Corinne et Sébastien font le fil rouge du geste du mois d'octobre? Et envoyez-nous la réponse par mail à concours@canalzoom.be ou par message privé sur la page Facebook du Geste du Mois. Bonne chance!